Peut-être qu'à Anatomie d'architecture, on est tous les trois des jeunes architectes et anthropologues constructeurs terre. On s'est rencontrés à travers des chantiers participatifs. Et en gros, moi je suis de formation architecte et ça fait 5 ans que je suis diplômé. Mhm. Moi aussi, je suis architecte, je suis diplômé depuis 4 ans. Je travaillais un petit peu à l'étranger et dans pas mal de assez grosses structures aussi à Paris. Et j'ai un peu découvert la construction alternative, les chantiers participatifs, les matériaux biosourcés, tout ça, plutôt via Manu, qui était assez spécialiste en matière de construction terre, et puis Mathis aussi. Ça fait depuis 2 3 ans que c'est vraiment un sujet qui me concerne en tant qu'architecte. Voilà. Moi, je suis Emmanuel et, euh, bah, j'ai étudié l'anthropologie avant d'arriver aux constructions alternatives. À la base, c'était une envie de dessiner des projets qui étaient souvent informels, qui étaient très peu documentés. Et c'était le postulat de départ, comment réaliser, nous en tant qu'architectes et anthropologues, pouvoir documenter des pratiques qui sont aujourd'hui très mal documentées, et de mettre nos outils d'architectes au service du grand public, de comment on arrive à raconter des histoires de gens qui font dans des territoires et qui malheureusement sont trop peu documentés. Donc c'était un peu cette volonté de vulgariser et de rendre accessible au plus grand nombre des techniques constructives qui nous semblaient pertinentes en 2019 à l'heure de la transition énergétique. Alors justement, pour rebondir, pourquoi valoriser les matériaux locaux et les savoir-faire régionaux? Bah parce que voilà, on part aussi d'un constat sur la construction conventionnelle où, où on voit qu'elle porte ses limites juste sur le plan écologique et puis sur tout un plan un peu plus large aussi sur comment on construit aujourd'hui, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qu'on demande aux entreprises, etc. On voit qu'il y a plusieurs problématiques qui sont soulevées avec ça. Et or, le ciment, qui est le matériau le plus utilisé, juste quand on parle des matériaux, on peut avoir plein de données. Le ciment, qui est le matériau le plus utilisé aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, quoi. Donc, on sait que dans le passé, avant 1950, partout dans le monde, bah, ce qui était normal, c'était de construire avec des matériaux bah, locaux, avec des savoir-faire régionaux et naturels. En France aussi, on a toujours construit avec de la pierre, avec de la terre, avec du bois. Enfin, et c'est des choses qui, bah, à travers nos expériences, on l'a plus ou moins expérimenté différemment, quoi. Mais c'est des trucs qu'on sait. On sait que on sait que n'importe qui depuis 10 000 ans qui veut construire sa maison, il va forcément utiliser les matériaux qu'il y a autour de lui, il va forcément arriver à savoir comment les mettre en œuvre et en faire des choses stables qui peuvent même aller sur plusieurs étages, etc. Et du coup, ça devient peut-être urgent pour nous de se dire ah bah on peut s'y réintéresser et pas faire comme si seulement le progrès dans la construction était une réponse, mais voir les réponses qui sont apportées aujourd'hui par des gens qui essayent de mêler les, euh, les savoir-faire régionaux avant avec d'autres matériaux que le ciment et de voir comment ils peuvent les remettre un peu au goût du jour pour proposer des constructions qui répondent au confort moderne, quoi, avec tout ça, quoi. Il y a la question écologique, ça c'est sûr, aussi patrimoniale, le patrimoine bâti, la transmission des techniques un peu ancestrales. Et c'est aussi un grand plaisir d'architecte, quoi, d'aller voir des maisons, enfin des projets qui sont construits dans des techniques qui sont absolument pas familières, qui sont pas enseignées en école d'archi, qui sont pas trop pratiquées en agence et tout ça. C'est aller les voir, les découvrir, c'est un peu, t'as un peu l'impression d'être un aventurier de l'archi, quoi, de l'architecture. Tu vas voir des gens qui ont essayé plein de trucs relativement illégaux parfois un peu informels, mais en fait généralement c'est quand même très intelligent. Il y a toute une intelligence en fait à explorer. Passer la question écologique, l'utilisation de ces matériaux, elle est vraiment intéressante sur le plan technique, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très fin, de très intelligent, quoi. Pourquoi avoir focalisé vos recherches sur les maisons individuelles? Mhm. Et bah, bon, peut-être pour plusieurs raisons, mais ce qu'on dit souvent, c'est que c'est pour. C'est que c'est. Ce qu'on voulait faire, c'était analyser objectivement, une tentative de quelque chose d'objectif et un peu scientifique, les différents systèmes constructifs, que ce soit avec de la paille, avec de la terre, terre-paille, de la pierre, même des pneus, enfin tout un peu des différents systèmes constructifs, y aller un peu sans a priori et essayer d'avoir du recul là-dessus. Et du coup, les maisons individuelles neuves, et pas de la rénovation de maisons individuelles, c'était un peu l'endroit où il y a une grande possibilité d'expérimentation, avec tous les autoconstructeurs du réseau Twiza notamment, mais aussi avec d'autres gens qui font pas partie du réseau, mais quand ils construisent pour eux une maison,
ils ont plus de liberté pour expérimenter des choses et ça devient plus intéressant de les documenter. Et donc ça c'est pour ça entre autres. Et aussi pour un peu, peut-être tu veux en parler, un peu aller à l'encontre de la maison sur catalogue qui est une question de société aujourd'hui, qui n'a pas toujours été le cas et qui est aujourd'hui un endroit où les architectes sont complètement désengagés de cette question-là, de par leur formation, de par historique, qu'est-ce qui s'est passé au moment où il a fallu reconstruire vite des maisons pour tout le monde. C'est les grands constructeurs qui se sont mis là-dessus et pas les architectes qui sont restés ou qui ont plutôt eu l'autre partie à faire des bâtiments plus importants, etc. ou de l'urbanisme. Donc cette question de la maison individuelle, elle est un peu zappée. Or, dedans, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être extraites de la problématique de la maison individuelle. Juste les systèmes constructifs pour les observer et pouvoir dire ok, ça marche dans la maison individuelle, mais tu peux aussi le faire sur d'autres bâtiments. Mais au moins, tu as ces systèmes-là où tu sais comment ça marche et tu as pu expérimenter. Et tu as aussi la question de dire non, mais aujourd'hui, c'est un problème la maison individuelle et elle peut être différente que la maison vendue sur catalogue, quoi. Alors, vous mettez en œuvre un style graphique particulier. Quel type de représentation utilisez-vous et pourquoi? Alors, dans la représentation qu'on a utilisée, dans Anatomie d'architecture, il y a un terme qui nous plaît, c'est l'anatomie d'une maison. C'est le côté dissection, c'est le côté un peu chirurgical, ou un peu à la manière d'un scientifique qui arrive dans un projet qu'il ne connaît pas, il le dissèque, il coupe à l'intérieur, il fait l'inventaire des matériaux rencontrés. Et donc pour nous, la coupe était vraiment un élément, un outil qui nous permettait d'avoir cette approche scientifique d'un projet qu'on ne connaissait pas et qu'on découvre. L'idée, c'est qu'on a un peu mélangé l'idée de faire des documents qui soient lisibles par le grand public, et en même temps avoir cette volonté d'être extrêmement précis, comme des vrais dessins d'architectes. Et donc il y avait trois types de documents dessinés pour l'instant. Il y a une grande coupe, généralement, qui essaye d'exprimer le principe constructif du bâtiment et comment il fonctionne, quoi. Et ensuite toute une série de petites d'axonométrie et tout ça, qui ont plutôt tendance à montrer en fait le bâtiment par phase de chantier un peu clé, pour voir un peu comment se sont passées les choses, et où on représente par exemple le nombre de personnes qui ont été impliquées sur chaque phase, parce que les projets sont extrêmement différents. Donc sur des questions de grosses œuvres, en fait, il y a des projets où le gros œuvre dure 3 jours et d'autres où le gros œuvre dure 2 ans. Et donc en fait, ça on essaie de traduire à la fois avec des chiffres et des dessins qui marchent ensemble. Voilà. Vous êtes 2 architectes et un anthropologue. En quoi cette transversalité est-elle nécessaire dans la pratique de votre projet? Allez-y, mais ouais. En quoi elle est nécessaire? Je sais pas, moi j'ai l'impression que ce qui est nécessaire c'est plutôt les personnalités différentes. Après le travail, une recherche anthropologique, ça devrait être, je sais pas, plusieurs années sur un même terrain. Là ce qu'on a fait c'est ni un projet d'architecture, ni un projet d'anthropologie, c'est plutôt un projet de documentation avec nos 3 personnalités différentes. Et le fait d'avoir étudié l'anthropologie, moi ça m'a amené sur des questionnements que je partage. Le fait qu'ils aient étudié l'architecture et qu'ils aient même pas la même sensibilité l'un que l'autre, ça a aussi enrichi les débats, les idées et les directions vers lesquelles on voulait aller. Du coup c'est plus ça qui est hyper pertinent dans notre trio, je trouve. Et une des étapes qu'on a fait dans les entretiens de ce Tour de France, quand on visitait chaque porteur de projet, il y avait tout un moment où c'était un peu plus sur l'histoire de vie et sur leur manière qu'ils ont eu d'apprécier la construction de leur maison et de les écouter parler là-dessus. Et juste ça, c'était hyper intéressant pour tous les 3 de dire ok, on va s'intéresser à pas juste un objet fini, un peu plastique, quoi, un objet juste pour la tête qu'il a à l'extérieur, mais on va aussi s'intéresser à la vie des gens, comment ils ont perçu le fait que ok, peut-être que leur rendu il est un peu mal fait, mais ils vont t'en parler en étant trop contents parce que c'était génial, ils l'ont fait avec 10 potes et que c'était trop marrant avec la terre qui est là, ils ont appris comment le faire, comment le refaire après, enfin bref. Et tout ça c'est un peu sur quoi on met le focus. Peut-être qu'on peut aussi mettre le focus sur on s'intéresse à c'est quoi la vie des gens qui ont construit leur maison, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à en sortir, quoi. Voilà. C'est vrai que une discussion un peu qu'on a eue tous les 3 à l'origine du projet, c'était devant le MUSEM, on se posait la question du beau et du moche en architecture. C'est quelque chose en tant qu'architecte, on aime parler de ce qu'on trouve beau et moche, et c'est un peu ce qui nous reste en tant que praticien, c'est de pouvoir avoir le jugement du bon goût. Et Emmanuel nous a un peu bousculé dans nos retranchements, dans notre façon de considérer ce que c'était que le beau et le moche là-dedans. Alors, dernière question. Quel conseil donner aux étudiants
et aux jeunes architectes. Et on se rend compte quand même en tant que diplômé qu'il y a un vrai décalage entre les études et la pratique du métier, qui est souvent assez douloureux. Enfin, les études sont quand même le moment pendant 5, 6, 7 années où on apprend plein de choses, on est dans plein d'univers différents et c'est l'occasion de sortir un peu la tête de plein de belles choses de l'architecture. Et quand on arrive en agence, on a souvent des pratiques un peu strictes et un peu définies sur qu'est-ce que c'est que le métier d'architecte. Et finalement, je pense que c'est vraiment nécessaire et pertinent de continuer cette recherche après le diplôme et de dire qu'on n'est jamais vraiment formé et qu'il faut continuer à se former quoi qu'il arrive et à travers des chantiers, à travers plein d'autres choses. Mais je sais pas, souvent on dit que les meilleurs architectes c'est ceux qui sont passés 10-15 ans dans leur vie à faire autre chose, comme Aravena qui a ouvert un bar pendant 15 ans au Chili, ou je sais pas, Rémi Koulas qui a fait 10 ans de journalisme avant de retourner à l'archi. C'est un vrai complément et que ce complément il est utile pour notre métier d'architecte de ne pas rester focalisé que sur les pratiques constructives.